T'es sûr de ton truc là? Parce que ça m'a pas du tout entendu parler moi. Bah enfin, bien sûr que si, un raciste là complètement cinglé avec sa carabine qui tire sur des gamins. Enfin quand même. C'est une fake news, non? T'as vu ça sur les réseaux sociaux? Mais n'importe quoi, il y a des vidéos, tu vois le type en train de dire qu'il est raciste avec sa carabine. Enfin, Bah, je regarde toutes les chaînes d'infos, j'ai rien vu moi. ouais. Et tu te poses pas de questions. Bah non, je regarde la télé, hein, je suis pas bête. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 23 avril et le silence des grands médias me glace une fois de plus. Un sexagénaire armé terrorise tout un quartier. Des témoins parlent de chasse à l'enfant de couleur. Un gamin de 10 ans est touché par un tir et rien. Au mieux, une petite brève, un court reportage. Bref, un vulgaire fait divers comme un autre. Ou pas tout à fait, justement. Imaginons un instant que l'assaillant ne soit pas blanc, qu'il pourchasse armé des enfants, eux, blancs, de 6 à 11 ans, qui jouent dans le quartier. À votre avis, qu'est-ce qui se serait passé ? Pendant combien d'heures d'antenne cette affaire aurait occupé les chaînes d'infos ? Combien de reporters aurait-on envoyé sur place ? Au bout de combien de temps aurait-on parlé d'actes terroristes ? Je vous le demande, mais j'ai quand même bien ma petite idée sur la question. Alors ici, je critique le traitement médiatique, mais du côté de la justice, de la mairie, de la police, des autorités, ce n'est pas bien plus reluisant. Loin de là, tout le monde s'emploie à détourner le regard de ces violences racistes, pourtant ouvertement assumées, et ce depuis des années par le mis en cause lui-même. Alors pour mieux comprendre, revenons-en aux faits. Et ça tombe bien, ma collègue Mathilda, notre journaliste réseaux sociaux, a déjà tout expliqué. On l'écoute. Un homme tira la carabine sur des enfants en criant dehors les Noirs et les Arabes. Selon les témoins, c'était une véritable chasse à l'enfant de couleur. D'après le journal Le Progrès, ce dimanche 19 avril vers 15h, un homme de 65 ans, armé, s'en prend à une dizaine d'enfants âgés de 6 à 11 ans en bas d'un lotissement à Esplagny-Saint-Marcel, en Haute-Loire. L'un d'eux est touché. Il a mis en joue mon neveu, puis il a tiré. La balle a touché son mollet. Il a eu tellement peur. Il a cru qu'il allait mourir. L'enfant a immédiatement été hospitalisé, une plainte a été déposée au commissariat du Puy-en-Velay et le tireur a été placé en garde à vue et fait l'objet d'une convocation pour fait de violence avec arme. Les témoins sont traumatisés mais pas surpris. Le racisme de cet homme était déjà bien connu dans le voisinage. Une habitante explique par exemple qu'il l'insulte régulièrement, la traitant de babouin ou de sale noire. Il s'en serait aussi pris à son fils de 8 ans en lui lançant des bâtons. Ça fait très longtemps qu'on est au courant. Récemment, une femme d'origine syrienne a dû déménager parce qu'il ne supportait pas de la croiser voilée aux boîtes aux lettres et l'insultait. L'attaque de ce dimanche, elle aurait été préméditée. Une autre voisine affirme à l'éveil de Haute-Loire que la veille, il a déclaré qu'il allait tirer sur les petits noirs. Les habitants avaient pourtant alerté la mairie sur le danger que représentait cet homme. Elle est restée passive. La veille de l'attaque, par exemple, une voisine avait même déposé plainte pour un jeu raciste. Malgré tout, la maire d'hiver droite, Christiane Monnier, affirme avoir préféré attendre d'avoir tous les éléments, expliquant que la police n'a pas encore confirmé les faits de racisme. Et tous les jours, Mathilda, elle poste sur les réseaux sociaux du média pour vous tenir informés. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Mais depuis la publication de cette vidéo relatant les faits, de nouveaux éléments se sont ajoutés. Précision apportée par le journal local Le Progrès, la voisine qui a essayé de porter plainte la veille des faits pour dénoncer le comportement raciste et menaçant du sexagénaire, en fait, elle se serait vue éconduite. Les agents du commissariat du Puy-en-Velay lui auraient demandé de repasser dans la semaine en raison des effectifs réduits le week-end. Dommage, pour le coup, ça ne pouvait pas attendre. Les habitants ont tiré multiplement la sonnette d'alarme dans tous les sens, en commençant par la mairie. Le bailleur social a bel et bien été sollicité pour reloger le sexagénaire, mais comme souvent, ça prend du temps. Et en attendant, une adjointe est venue faire un tour sur place, histoire de calmer le jeu, ou du moins d'en donner l'impression, puisque dans les faits, rien n'a vraisemblablement changé au sein du quartier. Quelques jours avant les faits, l'homme a été même filmé en train de clamer « Je suis raciste et je suis fier d'être raciste, je le dis haut et fort ». Aux journalistes du Progrès, la maire, Christiane Monnier, dit, elle, avoir été informée des événements par le commissariat. Elle juge les faits inacceptables, mais freine aussitôt.
J'attends d'avoir tous les éléments car la police n'a pas encore confirmé ces faits de racisme. Elle poursuit, on est très vigilant par rapport au racisme et on y est sensible, contrairement à ce que certains peuvent dire. Concernant ce monsieur, je ne sais pas s'il insulte plus les gens de couleur que les blancs. Pour moi, c'est une personne compliquée avec tout le monde. Alors, contrairement à la mère, l'assaillant a l'air, lui, de bien les voir, les couleurs, vu ses propos racistes réitérés sans cesse, et ce, depuis des années au sein du quartier. Et au-delà des mots, il y a aussi des actes, parce que des habitants ont assuré avoir vu le sexagénaire jeter notamment un bâton sur un enfant de 8 ans en proférant des insultes haineuses. Il y a encore 3 ans, il aurait même attaqué de la même façon, avec un morceau de bois, un enfant de 3 ans d'origine maghrébine. Une femme syrienne portant le voile aurait aussi été obligée de déménager suite à de multiples agressions de la part de cet homme. Il aurait également démonté un banc de la résidence car, je cite, « trop de Noirs et d'Arabes s'asseyaient dessus » selon lui. Et ces faits, ils s'additionnent de la sorte. Dès qu'un journaliste se rend dans le quartier, les témoignages s'empilent, se corroborent. Mais les autorités font preuve d'une surprenante retenue pour qualifier ces faits. D'ailleurs, 2 jours après les événements, mardi, en fin de journée, le procureur de la République du Puy-en-Velay a pris la parole. Et c'est le coup de grâce, parce que dans un communiqué, il indique que les policiers du commissariat du Puy-en-Velay, ceux en sous-effectif, souvenez-vous, se sont bel et bien rendus sur place. Ils ont interpellé le bonhomme, saisi la carabine à plomb, mais... Selon les éléments de l'enquête, un enfant de 10 ans, entendu en qualité de victime, a indiqué que l'arme a été pointée à 1 reprise sur lui. Le certificat médical produit mentionne 0 jour d'ITT et aucune trace de lésion visible. Ses parents ont déposé plainte. Le procureur poursuit. Aucun tir en direction des personnes présentes n'a été constaté et aucune personne n'a été blessée. Ni le plaignant, ni ses représentants légaux, ni les témoins auditionnés n'ont fait état de propos à caractère raciste. Voilà. Bon, c'est quand même étonnant. Dès qu'on tend le micro à quelqu'un dans ce quartier, il fait état du racisme du voisin, mais devant les flics, plus personne ne parle, en tout cas n'aurait parlé. Alors de son côté, toujours d'après le procureur, l'homme à la carabine aurait reconnu avoir voulu impressionner les enfants dont il dit ne plus supporter le bruit, ce qu'il répétera d'ailleurs sans trembler des genoux aux médias qui feront le déplacement sur place. Il a admis un tir en direction du ciel sans viser personne. Il dira même auprès de France 2 qu'il avait oublié de mettre la sécurité sur son arme et que le coup est parti tout seul. Oups, la boulette. Alors, pour éviter ce genre de petit incident malheureux, pensez à ne pas menacer des enfants de 6 à 10 ans avec une arme comme si vous étiez au Texas. Voilà, c'était la petite recommandation du média. Dans la suite du communiqué du procureur, on apprend aussi que le sexagénaire, il est sorti de garde à vue et qu'il fait l'objet d'une simple convocation en juillet prochain devant le tribunal correctionnel pour des faits de violence avec arme. Alors, personnellement, moi, j'ai connu des taggers en manif qui prenaient plus cher que lui. Voilà. Je peux vous dire que cette prise de parole, évidemment, elle a fait les affaires de l'extrême droite qui s'en est servi pour marteler aux rares qui dénonçaient cette affaire, qu'elle n'avait rien de raciste et que c'était au mieux un banal fait divers sans importance. Autant dire qu'avec ça, évidemment, tout le monde est passé à autre chose, sauf que revirement de situation, mercredi, au lendemain donc de la publication du communiqué dont on vient de parler, le parquet annonce finalement qu'il ouvre une nouvelle enquête, en plus de celle pour les faits de violence, cette fois pour injure publique en raison de l'origine, de l'ethnie, de la nation, de la race ou de la religion. On avance. Et pour ça, il a quand même fallu que des associations antiracistes s'en mêlent, en l'occurrence SOS Racisme, ainsi que le mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples, qui ont fait un signalement au procureur et attiré son attention sur la fameuse vidéo publiée par Le Progrès, où l'homme armé de sa carabine clame publiquement son racisme. Il avait vraisemblablement dû passer à côté le procureur. Autre info notable, ce même jour, mercredi 22 avril, le père de la jeune victime est retourné au commissariat
pour déposer un complément de plainte ainsi qu'un nouveau certificat médical qui établit cette fois 3 jours d'ITT pour son fils. Il explique au Progrès que lors de son audition initiale, le lundi 20 avril, les propos racistes qu'il dit avoir signalés aux policiers n'auraient pas été retranscrits dans le procès-verbal. Il ajoute également qu'au commissariat, l'agent qui l'a reçu lui aurait indiqué qu'un complément de plainte n'était pas nécessaire puisque le mis en cause avait lui-même reconnu les propos racistes. Décidément, on patauge pas mal dans cette affaire et les autorités ne semblent pas vraiment décidées à faciliter le parcours des victimes. La prudence, pour ne pas dire la clémence, du parquet est plutôt inhabituelle pour qui suit l'actualité judiciaire. Mais pas tant que ça pour qui suit les violences de l'extrême droite notamment. Nos camarades de Contre-Attaque ont sorti justement les archives et elles sont assez édifiantes. En novembre 2023 par exemple, souvenez-vous de l'agression raciste d'un jardinier franco-algérien dans le Val-de-Marne alors qu'il travaillait dans le jardin de sa cliente. Un homme de 76 ans débarque, vraisemblablement excédé. Le jardinier a heureusement le réflexe de filmer la scène. En plus des vidéos de surveillance de la maison. Le septuagénaire sort de son véhicule armé d'un cutter et il profère plusieurs fois des insultes racistes, notamment, je cite, « les bougnoules, je suis chez moi ». Il finira par porter un coup de cutter au niveau de la gorge du jeune jardinier de 29 ans qui recevra 76 points de suture pour résorber une plaie de 15 cm qui aurait évidemment pu lui coûter la vie. Et aussi, il écopera de 15 jours d'ITT. Malgré la gravité des faits et la présence des vidéos, la police a d'abord refusé de prendre la plainte de la cliente. Au procès, l'égorgeur a lui-même estimé qu'il n'était pas raciste. Il a toutefois été déclaré coupable par le tribunal de violence volontaire en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion, de dégradation et d'injures racistes. Il a écopé d'une peine d'1 an sous bracelet électronique. La victime, elle, n'a pas caché sa déception. Elle regrette en effet que la justice n'a pas retenu la requalification en tentative de meurtre. Le parquet, lui, a rétorqué qu'il n'y avait pas d'intention d'homicide puisque le pronostic vital de la victime n'avait jamais été engagé. Une relative chance de ce jardinier, chance que n'a pas eu Mahamadou Cissé, 21 ans, tué lui d'une balle tirée par son voisin de 83 ans. C'était en décembre 2022. Avant de se faire interpeller, le tireur a appelé son ex-épouse en disant « J'ai tué un noir ». L'histoire est sordide, exaspéré par les jeunes du quartier. L'ancien militaire, décoré notamment pour sa participation à la guerre d'Algérie, avait souvent proféré des menaces à son entourage, allant jusqu'à projeter ouvertement des meurtres. « J'en ai marre de ces jeunes, un de ces jours je vais en tuer un. Pour ce qu'il me reste à vivre, j'en ai plus rien à foutre », aurait-il confié à un voisin quelque temps avant le drame. Pour l'heure, 3 ans après la mort de Mahamadou Cissé, l'affaire n'a toujours pas été jugée, du moins pas officiellement, mais le parquet semble déjà avoir tranché. Il évoque publiquement un homicide par exaspération. Le tueur, lui, est en liberté. Et encore, il y a 2 jours seulement, le Canard enchaîné titrait « Un homicide raciste qui n'émeut toujours pas les juges », évoquant ici l'affaire Jamel Benjabala, percuté puis écrasé 2 fois sous les yeux de sa propre fille par un certain Jérôme D. sur fond de rivalité amoureuse. On peut y lire dans cet article que, malgré l'accumulation d'éléments accablants contre le conducteur, la justice écarte toujours la piste raciste dans la mort de l'éducateur. En l'occurrence, le tueur n'a jamais pourtant fait mystère de sa haine des Arabes. Il était dans le viseur de la police car il militait au sein d'un groupuscule se préparant à la guerre contre les musulmans, groupuscule que la DGSI qualifie elle-même de raciste, islamophobe et survivaliste. Il était également ouvertement nazi, en tout cas il portait des t-shirts floqués Adolphe et entretenait de multiples proximités avec ces mouvements-là.
moment-là. Mais ce n'est donc visiblement toujours pas assez pour la justice qui peine à qualifier le racisme, même quand il s'exprime aussi ouvertement que dans les affaires dont nous venons de parler. Même chose au sein du gouvernement, dont pourtant les tweets ont l'habitude de partir plutôt rapidement, et les accusations avec, mais lorsqu'elles ne sont surtout pas fondées, visiblement. Dans le cas qui nous intéresse, l'affaire des enfants menacés d'une arme en Haute-Loire, eh bien c'est silence radio. Enfin, il y a bien Aurore Berger, dont on connaît la vivacité à la réaction, qui a tweeté mollement. Elle écrit « Une enquête judiciaire est en cours. Elle devra établir les motivations. Si le motif raciste devait être confirmé, il serait d'une gravité inouïe et appellerait à un sursaut collectif. » Tant de prudence et de mesures pour la ministre de l'Égalité et de la lutte contre les discriminations, c'est inédit. On se demanderait presque ce qui lui arrive. Et on terminera quand même par dire un mot sur les victimes du sexagénaire en Haute-Loire, les enfants non blancs du quartier. Alors ce n'est pas un simple détail du décor. La sociologie et les sciences humaines ont largement documenté que tous les enfants ne bénéficient pas du même regard social, ni du même réflexe de protection. Dans certains contextes, les enfants racisés sont plus vite soupçonnés, plus facilement perçus comme trop grands, trop bruyants, ou déjà proches de la figure du problème en devenir. C'est ce que la littérature décrit comme des mécanismes d'adultification et de racialisation du regard. Et tout ça, ce n'est pas évidemment qu'une affaire d'opinion individuelle. Ce sont des biais qui s'installent dans les représentations collectives. Elles influencent les réactions, la manière de qualifier les faits et parfois même la façon dont les alertes sont entendues ou relativiser. Au fond, la question n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce que le statut de victime autorise ou empêche de voir. On est face à quelque chose qui s'inscrit dans un racisme qui ne se résume pas à des actes isolés les uns les autres, mais qui s'ancre dans des réflexes sociaux, des routines institutionnelles, des façons de regarder et de hiérarchiser les faits. C'est ce que la sociologie appelle le racisme systémique. Et ce système, il ne tourne pas tout seul, évidemment. Il se nourrit de l'histoire et de nos héritages coloniaux, ça c'est sûr, mais aussi d'un climat politique et médiatique où les discours racistes se banalisent, où certaines idées circulent bien plus librement qu'avant, jusqu'à devenir ordinaires. La poussée de l'extrême droite dans le débat public participe activement à ce mouvement, largement appuyé également par les médias. La flambée des violences racistes en France, elles ne tombent pas du ciel, elles sont le résultat d'un climat qui s'installe, de discours qui s'enchaînent et d'un cadre social où certaines violences finissent par sembler presque normales, faute d'être réellement combattues. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et vous le savez, sans vous, pas de récap. Pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent courageusement la bataille de l'info. Mais pour continuer, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous, abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. On est en pleine campagne, c'est très important. Toutes les infos sont sur notre site internet. C'est une démarche inédite en France. Ce mercredi 23 avril, plusieurs associations ont déposé plainte contre Deliveroo et Uber Eats pour traite d'êtres humains. Selon les plaignants, les plateformes font des bénéfices très importants en exploitant la vulnérabilité de ces travailleurs, contraints d'accepter n'importe quelle condition de travail. L'avocat d'une des associations parle de livreurs qui parcourent 15 ou 20 kilomètres à vélo pour 3 € net de l'heure. Des chiffres confirmés par une étude récente menée par Médecins du Monde. D'après elle, les livreurs travaillent en moyenne 63 heures par semaine pour 1 480 € brut mensuels. Et en plus de cette précarité financière, il y a évidemment la précarité administrative.
98% d'entre eux sont nés à l'étranger et 64% sont sans titre de séjour. Les associations demandent donc de faire cesser sous 30 jours les discriminations sous peine d'engager une action de groupe. Elle dénonce une discrimination basée sur la vulnérabilité économique, mais aussi une discrimination algorithmique, autrement dit une discrimination basée sur l'attribution de courses ou la fixation de tarifs par un système automatique opaque. Uber Eats estime dans un communiqué que cette plainte ne repose sur aucun fondement. Deliveroo dit rejeter toute assimilation de son modèle à une situation d'exploitation ou de traite des êtres humains. Encore un nom qui vient s'ajouter à la longue liste des morts au travail. Calvin, 15 ans, est décédé vendredi 17 avril, tué en manœuvrant un chariot élévateur alors qu'il effectuait son stage de seconde dans une entreprise de matériaux. Il a perdu le contrôle de l'engin et a été éjecté avant qu'il le percute. Grièvement blessé, il n'a pas pu être réanimé. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête administrative pour mieux sécuriser ces stages. Ce drame relance à nouveau le débat sur la sécurité au travail, notamment chez les jeunes. Les moins de 25 ans ont en effet 2,5 fois plus de chances d'être victimes d'un accident. Des syndicats militent donc pour la fin des stages au collège et au lycée, comme l'expliquait Philippe Dauriac, le secrétaire national en charge de l'enseignement professionnel, au micro de notre confrère Baptiste Lépiné. On préconise par rapport à ces situations, la première chose, c'est une suppression des stages de troisième, une suppression également des stages de seconde générale et technologique, parce qu'on considère que ça n'apporte rien sur l'orientation et que ça n'a pas de plus-value pédagogique. Et en ce qui concerne les stages dans la voie professionnelle, on considère qu'il faut diminuer leur durée, davantage les sécuriser et redéfinir également leur contenu pour éviter justement qu'on prenne les jeunes pour de la main-d'œuvre, mais au contraire qu'on essaye de leur faire réinvestir qu'ils ont appris en cours dans les ateliers au sein des entreprises. On termine ce récap par cette liste publiée par l'ONU des 50 sites humains les plus émetteurs de méthane. Alors vous savez, le méthane, c'est ce puissant gaz à effet de serre qui est responsable d'un tiers du réchauffement climatique. Et en tête de cette liste, on retrouve une décharge chilienne située à une 60aine de kilomètres au nord de la capitale du pays. À lui seul, ce site émet en un an plus de 100 000 tonnes de méthane. Dans ce classement, le Turkménistan revient aussi beaucoup. 4 des 10 sites les plus émetteurs se situent dans ce pays. Ce sont souvent des installations liées à l'exploitation d'hydrocarbures. Parmi les autres sites fortement émetteurs, on retrouve des installations liées à la production de charbon en Chine, par exemple. Ces 50 plus importantes sources d'émissions de méthane en date d'avril 2026 ont été recensées à l'aide d'une trentaine de satellites et identifiés sur la base d'une période glissante de 6 mois, a expliqué l'ONU. L'organisation avait annoncé en novembre 2022 le lancement d'un programme d'alerte appelé Mars. Objectif, prévenir rapidement les gouvernements et les entreprises dès qu'une grosse fuite de méthane est détectée par satellite. Aujourd'hui, ce dispositif a déjà permis d'atténuer les émissions de 41 sources majeures de méthane. Au total, ces fuites représentent 1,2 million de tonnes de méthane, avec un impact comparable à près de 24 millions de voitures à essence utilisées pendant un an. Et merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner aux médias ou de faire un don défiscalisable sur notre site internet. C'est très important pour nous. Vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous, nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup pour nous. Et pour retrouver l'ensemble de nos programmes, rendez-vous sur Free, canal 165, sur Orange, canal 235, sur Molotov, sur notre site, ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Très bonne soirée sur Le Média.